À l'occasion de Thanksgiving, mes parents ont tendu à ma sœur une enveloppe, contenant une croisière de 13 000 €, et elle a hurlé de joie. Ensuite, ils m'ont tendu une carte. À l'intérieur, il y avait un ticket de loterie à gratter à 2 €, et un petit mot écrit de la main de mon père, « Ne dépense pas tout au même endroit ». Toute la table a ri. Je m'appelle Avery Crawford. J'avais 34 ans, et j'avais passé toute ma vie à être la fille qui n'avait besoin de rien. Alors, j'ai souri, j'ai glissé la carte dans mon manteau, et je suis rentré chez moi. 3 semaines plus tard, ce ticket à 2 € valait 100 millions d'euros. Et au moment où ma famille l'a découvert, mon téléphone affichait déjà 79 appels en absence. Laissez-moi vous raconter le Thanksgiving qui a précédé la croisière et le ticket à gratter, car toute cette histoire prend plus de sens, si vous voyez d'abord le quotidien. J'ai conduit les 40 minutes qui séparent mon appartement de Brookfield, de la maison de mes parents à Hartley. Et je suis arrivé en avance, comme je le fais toujours, parce que quelqu'un doit bien éplucher les pommes de terre, et ça n'allait jamais être Dana. Je suis infirmière en pédiatrie. Je fais des gardes de 12 heures, à tenir de petites mains effrayées. Et je suis très doué pour rester calme, dans des pièces où tout le monde s'effondre. Ce calme me suit jusque chez moi. Chez mes parents, c'est moi qui découpe la viande, qui resserre les verres, qui remarque que le verre d'eau de grand-père est vide, avant même qu'il n'ait à le demander. Personne ne m'en remercie. Il est simplement sous-entendu qu'Avery s'occupe de tout, parce qu'Avery s'en est toujours occupé. Ma sœur Dana est arrivée avec 1 heure de retard, accompagnée de son mari Kyle, et d'une bouteille de vin qu'elle n'a pas ouverte. Et la maison s'est réorganisée autour d'elle, comme elle le fait toujours, comme si elle était le fils prodigue, et que le reste d'entre nous n'était que des meubles. Ma mère s'est illuminée, mon père s'est levé, et je suis resté dans la cuisine, les mains dans l'évier, à les écouter s'extasier sur les nouvelles mèches de Dana, et sur la promotion de Kyle. Et je me suis dit, comme je me le disais chaque année, que c'était très bien ainsi. Que cela ne me dérangeait pas d'être celle qui est stable, celle qui est facile à vivre, celle qui ne cause jamais de problème, et qui ne demande jamais grand-chose. Je m'étais construit toute une vie sur le fait de ne pas avoir besoin d'eux. J'avais un travail que j'adorais, un compte épargne que j'avais rempli moi-même, et un petit appartement tranquille, qui était entièrement à moi. Je n'avais pas besoin de leurs effusions. C'est ce que je croyais à propos de moi-même, jusqu'au moment précis où ils m'ont montré, avec une enveloppe et une carte, à quel point je valais peu à leurs yeux. J'avais compris depuis longtemps pourquoi mes parents avaient cessé d'investir en moi. Et ce n'était pas lié à un moment dramatique en particulier. C'était une lente comptabilité. Quand j'avais 17 ans, j'ai obtenu une bourse pour l'école d'infirmière, et j'ai travaillé de nuit pour couvrir le reste. Et mes parents ont pris cela comme une permission de cesser de s'inquiéter pour moi. Avery gère la situation. Avery n'a pas besoin d'aide. Pendant ce temps, Dana avait besoin de tout, et le besoin, dans ma famille, était récompensé comme un talent. La voiture de Dana a été payée, parce qu'elle ne pouvait pas s'en sortir seule. Le mariage de Dana a été financé, parce qu'elle méritait le jour de ses rêves. L'apport pour sa maison, ses vacances, la fois où l'idée d'entreprise de Kyle a mal tourné, mes parents ont discrètement absorbé la perte. Chaque fois que Dana tendait les mains, il les remplissait. Et chaque fois que je tenais debout toute seule, il prenait cela comme un signe que je pouvais être ignoré en toute sécurité. Je pensais autrefois que c'était un compliment, tout ce manque de besoin. Je me disais que l'autonomie était une vertu, et ça l'est. Mais j'ai appris à mes dépens que, dans certaines familles, être forte apprend simplement aux gens qu'ils peuvent cesser de vous soutenir. À mes 34 ans, le schéma était si ancien qu'il en était devenu invisible. Dana obtenait la chaleur, l'argent, et la place au premier rang. Moi, j'obtenais des « tu es tellement indépendante » et une assiette au bout de la table. Je ne vous raconte pas cela pour faire pitié. J'avais sincèrement une belle vie. Je vous le raconte pour que, lorsque ma mère a tendu à Dana une croisière de luxe, et m'a tendu un ticket à gratter en guise de blague, vous compreniez que ce n'était ni un accident, ni un affront ponctuel. C'était juste la dernière ligne d'un registre qu'il tenait depuis ma naissance. Celui où mon nom était toujours inscrit dans la colonne des bas prix. Après la tarte, ma mère a tapé dans ses mains, et a annoncé qu'il était temps de fêter un petit Noël en avance. Elle adore les mises en scène, ma mère. Elle a sorti une enveloppe de couleur crème, et l'a tendue à Dana à 2 mains, comme un diplôme. Dana l'a ouverte, et a poussé un cri. À l'intérieur, il y avait une brochure et une confirmation pour une croisière de 13 000 € dans les Caraïbes, avec une suite balcon,
le genre de choses qu'on voit dans les publicités pour retraités. Oh mon Dieu, maman. Papa, c'est trop. Ce n'était pas trop dans ma famille. Pour Dana, il n'y avait jamais rien de trop. Kyle a serré la main de mon père avec effusion. Ma mère rayonnait. Il y a eu des larmes, de vraies larmes, et une rafale de câlins. Et Dana prévoyait déjà ses tenues à voix haute. Et puis, quand la croisière eut été suffisamment célébrée, ma mère s'est tournée vers moi, et son visage a pris une expression amusée. Maintenant, on ne t'a pas oublié, Avery, a-elle dit, et la table a gloussé avant même que je n'ai ouvert quoi que ce soit, car il voyait déjà où cela allait mener. Elle m'a tendu une carte d'anniversaire de magasin ordinaire, légèrement cornée. À l'intérieur, il y avait un unique ticket de loterie à gratter à 2 €, le moins cher qu'ils vendent, le genre qu'ils gardent près de la caisse. Et en dessous, dans l'écriture carrée de mon père, un petit mot, ne dépense pas tout au même endroit. Toute la table a ri. Pas un rire cruel ou moqueur. Pire encore, un rire familial, chaleureux et confortable. Le rire de gens qui trouvaient leurs propres blagues sincèrement délicieuses. Qui pensait qu'offrir à la fille indépendante un cadeau humoristique à 2 €, à côté de la croisière de sa sœur, était juste de bonne guerre. Parce qu'Avery ne se soucie pas de ces choses-là. Avery n'est pas matérialiste. Avery va trouver ça drôle, elle aussi. J'ai regardé le ticket. J'ai regardé l'écriture de mon père, et j'ai souri, parce que c'est ce que je fais, et j'ai dit, merci, papa. Et quelque chose en moi est devenu très silencieux. Dana, bien sûr, n'a pas pu s'en empêcher. Elle surfait sur l'euphorie de sa croisière, et elle voulait la partager, à sa manière, en rabaissant un peu les autres. Elle s'est penchée par-dessus la table vers moi, sa brochure de croisière toujours à la main, et a dit avec un sourire tout en dehors, « Oh, ne sois pas comme ça, Avery. C'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte. » J'ai retourné cette phrase 1000 fois depuis. Parce qu'elle avait raison, d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. L'intention comptait bien. L'intention, c'était tout l'enjeu. L'intention, c'était que ma sœur valait 13 000 € et un balcon sur l'océan, et que je valais 2 € et une blague. L'intention, c'était qu'après 34 ans, mes propres parents s'étaient assis, avaient réfléchi à ce qu'ils allaient offrir à chaque fille, et avaient décidé que c'était le ratio approprié. La croisière était le cadeau. L'intention, c'était la blessure. Kyle a ricané et a ajouté, et, on ne sait jamais. Ce ticket pourrait être le gros lot. Et tout le monde a ri à nouveau, car l'idée que moi, l'ennuyeuse et stable Avery, puisse gagner quoi que ce soit, était apparemment hilarante. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas fait de scène. J'ai passé ma carrière à garder un visage impassible tout en annonçant de mauvaises nouvelles, et je l'ai gardé impassible maintenant. Mais j'ai fait une petite chose, que je n'ai pas entièrement comprise sur le moment. Au lieu de laisser cette carte sur la table, pour qu'elle soit jetée avec le papier cadeau, je l'ai glissée dans la poche de mon manteau. Le ticket et le mot, les deux. Je me suis dit que je le gratterais plus tard, pour rire. Mais je pense qu'au fond de moi, je l'ai gardé parce que c'était une preuve. La preuve, de la propre écriture de mon père, de ce que je valais exactement pour les personnes qui m'avaient mis au monde. Je ne savais pas encore à quel point cette petite carte allait valoir pour moi. J'ai conduit pour rentrer chez moi ce soir-là dans le noir, 40 minutes d'autoroute vide, et je n'ai pas pleuré, ce qui m'a un peu surprise. Je me sentais juste lucide. Comme on se sent après qu'une fièvre soit enfin tombée. Quand je suis revenu à mon appartement, j'ai sorti la carte de mon manteau, et je l'ai accrochée sur mon frigo avec un aimant, avec le ticket à gratter, l'écriture de mon père bien en vue. Ne dépense pas tout au même endroit. Je ne sais pas exactement pourquoi je l'ai fait. Peut-être que je voulais arrêter de faire semblant. Pendant des années, j'avais laissé les petites coupures se refermer sans les regarder. Je m'étais dit que j'imaginais le favoritisme. Je m'étais dit qu'une bonne fille ne tient pas les comptes. Mais cette carte n'était pas imaginaire. Elle était juste là, avec son écriture. Et la mettre sur mon frigo était ma façon de me dire enfin à haute voix, dans ma propre cuisine, c'est réel, et ce n'est pas normal. Et j'ai le droit de le savoir. Laissez-moi vous dire quelque chose directement, parce que je pense que certains d'entre vous ont une carte comme la mienne, même si elle n'est pas en papier. Peut-être que c'est la fête à laquelle vous n'avez pas été invité, ou l'appel qui n'arrive jamais, ou la façon dont l'aide coule toujours vers quelqu'un d'autre. Si vous avez passé des années à vous dire que vous imaginiez tout ça,
je veux que vous entendiez ceci, vous ne l'imaginez probablement pas. Et vous avez le droit de l'accrocher sur le frigo, et de la regarder. Ce n'est pas de l'amertume. C'est juste refuser de se mentir à soi-même plus longtemps. Je me suis couché ce soir-là, une femme de 34 ans qui avait enfin admis que ses parents aimaient davantage sa sœur, et qui avait fait la paix, en silence, avec l'idée de construire sa vie autour des gens qui seraient vraiment là pour elle. Je n'avais aucune idée que le cadeau le moins cher qu'il m'ait jamais offert, allait devenir la chose la plus précieuse que je possédais. Le ticket est resté sur mon frigo pendant près d'une semaine, avant que je ne le gratte. C'était un jeudi, après une garde brutale. Nous avions perdu un enfant ce jour-là. Pas perdu définitivement, mais une nuit effrayante qui nous a menés jusqu'au bord du gouffre. Et je suis rentré chez moi vidé, comme ce travail vous vide parfois. Je me suis servi un verre de vin bon marché, j'ai vu la carte sur le frigo, et j'ai pensé, vous savez quoi? Dépensons ces 2 €. Un peu de chance idiote pour terminer une dure journée. J'ai pris une pièce dans le bocal près de la porte, et je l'ai grattée sur le comptoir de ma cuisine, sans même vraiment regarder, m'attendant au rien habituel. Le premier numéro correspondait, puis un autre, puis un autre. Il y a une chose qui se produit dans mon métier, où votre cerveau enregistre une urgence une demi-seconde avant que vos émotions ne rattrapent le retard. Le moniteur sonne, et vos mains bougent déjà, alors que votre cœur est encore calme. C'est ce qui s'est passé à mon comptoir. Mes mains l'ont su avant moi. Je me suis arrêté. J'ai posé la pièce. J'ai lu les petites instructions du ticket, puis je les ai relues, puis j'ai vérifié les numéros une 4e fois, lentement, de la même manière que je revérifie la dose d'un médicament. Parce que le fait d'être prudente pour gagner sa vie, fait que vous ne faites pas confiance à votre propre excitation. Les numéros correspondaient à un palier de gain, que j'ai dû relire 3 fois pour y croire. Ce n'était pas un ticket gratuit, ou un petit bonus de 20 €. C'était le genre de chiffre qui ne tient pas sur la petite carte, le genre qui dit « à réclamer au siège de la loterie ». Mes mains étaient stables. Ma bouche était devenue sèche. Je me tenais seul dans ma cuisine à 11 h du soir, un cadeau gag de 2 € à la main, et j'ai compris que ma vie entière venait de se scinder en un avant et un après. Je ne savais juste pas encore de quel côté ma famille allait atterrir. Je n'ai pas dormi. Je suis restée assise toute la nuit avec le ticket dans un sac à sandwich, un instinct d'infirmière, protéger l'épreuve. Et au matin, j'ai pris un jour de congé personnel, ce que je ne fais jamais, et j'ai conduit discrètement jusqu'à un bureau régional de la loterie, pour vérifier ce que je soupçonnais déjà. Je ne vous ennuierai pas avec la sécurité et les salles d'attente. Ce qui compte, c'est le chiffre qu'ils ont confirmé, en prenant soin de ne pas le dire trop fort, 100 millions d'euros. 100 millions, à partir d'un ticket à 2 € que mon père m'avait offert pour rire. Voici ce qui m'a surprise chez moi, je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas pleuré des larmes de joie. Le sentiment dominant, assise dans ce bureau, c'était la peur. Parce que je suis la fille qui gère les choses. Et mon cerveau s'est immédiatement tourné vers tout ce qui pouvait mal tourner. Les histoires qu'on entend, les gagnants qui finissent en faillite, traqués, ruinés, leur vie explosée par la chose même qui était censée les sauver. J'avais tenu assez de mains dans assez de chambres d'hôpital, pour savoir que les changements soudains, même les bons, sont dangereux si on ne les gère pas correctement. Alors, pendant qu'une autre personne aurait appelé tous ses proches, j'ai fait l'inverse. Je n'ai rien dit à personne, pas une âme, ni à ma meilleure amie, ni à une collègue, et absolument, catégoriquement, pas à ma famille. J'ai conduit jusqu'à chez moi, avec le ticket toujours dans son sac, je me suis assise à la table de ma cuisine, et j'ai fait une liste. Parce que les listes sont ma façon de rester calme. L'étape numéro 1, n'était pas d'acheter une voiture. L'étape numéro 1, c'était de trouver un avocat. Parce que je comprenais déjà au plus profond de moi, que les décisions les plus importantes de ma vie, seraient celles que j'allais prendre dans les 2 prochaines semaines, en silence, avant que quiconque ne sache que mon nom était attaché à ce chiffre. Les gens me posent toujours la même question quand je raconte cette partie, pourquoi n'as-tu pas appelé ta famille? Tu venais de gagner 100 millions d'euros. Et la réponse honnête, c'est qu'assise à ma table ce matin-là, j'y ai sincèrement pensé. Il y a un réflexe, même chez une personne blessée, de courir vers les gens qui vous ont créé. J'ai pris mon téléphone. J'ai fait défiler jusqu'au nom de ma mère. Et puis j'ai levé les yeux, et là, sur le frigo, il y avait la carte. Ne dépense pas tout au même endroit. C'est l'intention qui compte, Avery.
Et j'ai reposé le téléphone. Parce que voici ce que je savais sur ma famille, avec la même certitude que je sais lire un moniteur cardiaque, si je les appelais, l'argent deviendrait le leur. Pas légalement. Mais émotionnellement, il cesserait instantanément d'être la chose qui m'est arrivée, pour devenir la chose qui était due à tout le monde. Ma mère aurait des opinions. Dana aurait des besoins. Kyle aurait un plan d'affaires dans l'heure. Et moi, la fille qui n'avait jamais rien demandé, on attendrait de moi, une fois de plus, que je remette ce qui m'appartenait, pour que tout le monde puisse se sentir pris en charge. Je l'avais observé toute ma vie. La croisière, la voiture, le mariage, l'apport immobilier. Dans ma famille, l'argent coulait vers celui qui pleurait le plus fort, et je n'avais jamais eu le droit, pas une seule fois, d'être celle vers qui il coulait. Je n'allais pas laisser la plus grande chose qui me soit jamais arrivée, suivre ce même vieux courant. Alors, j'ai pris une décision qui, je pense, a sauvé ma vie, ou du moins ma santé mentale. J'allais gérer cela exactement de la même manière que je gère une crise au travail, calmement, correctement, en privé. Et seulement lorsque ce serait totalement sous mon contrôle, je déciderais ce que ma famille méritait de savoir, si tant est qu'elle le mérite. L'avocate que j'ai trouvée s'appelait Patricia Vance. Elle était spécialisée exactement dans ce domaine, et elle n'a pas scié quand je lui ai annoncé le chiffre, ce qui m'a confirmé que j'avais trouvé la bonne personne. La première chose qu'elle a dite a été « Avez-vous prévenu quelqu'un ?» Quand j'ai dit non, pas une seule personne, elle a réellement souri. « Bien », a-t-elle dit. « Vous êtes peut-être la première gagnante sensée que j'ai jamais rencontrée. » Ensuite, elle m'a appris la chose qui a tout changé. La chose que la plupart des gagnants n'apprennent que lorsqu'il est trop tard. Dans mon état, je n'étais pas obligé de réclamer le prix en mon nom propre. Je pouvais créer un trust, une fiducie, et le trust pouvait réclamer le ticket, et le seul nom qui deviendrait public serait celui du trust. Un trust aveugle, avec le cabinet de Patricia comme fiduciaire. Mon identité resterait scellée. Le monde, et ma famille, sauraient seulement qu'un résident local avait gagné. Et la partie cruciale, la partie sur laquelle Patricia a insisté, c'était l'ordre des opérations. Vous créez le trust avant de réclamer. Une fois que votre nom est sur ce chèque géant, vous ne pouvez plus jamais l'effacer. Nous avions une fenêtre étroite pour bien faire les choses, et nous l'avons utilisée pendant 2 semaines. Pendant que ma famille mangeait les restes de la dinde, et planifiait la garde-robe de croisière de Dana, je faisais discrètement le travail administratif le plus important de ma vie. Je veux que vous remarquiez quelque chose, car il est important pour moi que vous le fassiez. La chose même pour laquelle ma famille m'avait puni toute ma vie, être prudente, être indépendante, n'avoir besoin de personne n'était la chose exacte qui me protégeait maintenant. Mon calme n'était pas un défaut qu'ils pouvaient ignorer. C'était la raison pour laquelle je n'allais pas finir comme une autre histoire d'horreur de la loterie. Il m'avait appris à gérer les choses seul. Alors, je l'ai fait. Nous avons donné au trust un nom délibérément ennuyeux. 2 mots ordinaires, et les lettres LLC. Rien qui ne pointe vers moi, rien qui ne fasse sourciller. Le cabinet de Patricia, en tant que fiduciaire, a réclamé le ticket au nom du trust. L'argent après les impôts, après la déduction pour le paiement en une seule fois, toujours un nombre avec plus de 0 que je n'en avais jamais eu en tête, a été transféré sur des comptes que j'allais apprendre à gérer lentement, prudemment, avec des conseillers approuvés par Patricia. Il n'y a pas eu de photo avec un chèque géant, pas de conférence de presse, pas de gros titres, une fille du coin réussie, avec mon visage dessus. Juste une transaction légale discrète, qui a transformé un jeu à gratter sur mon frigo en une fortune, détenue sous un nom que personne ne pouvait retracer. Et puis, j'ai fait la chose la plus étrange, et la plus ancrée dans la réalité que j'aurais pu faire, je suis retourné au travail. J'ai pris ma garde suivante dans le service de pédiatrie, avec la même blouse, et j'ai tenu les mêmes petites mains effrayées, et pas une seule personne ne savait que l'infirmière fatiguée, qui remplissait le désinfectant pour les mains, valait 100 millions d'euros. Je ne peux pas vous expliquer pleinement à quel point cela faisait du bien. Pendant 2 semaines, j'ai porté le plus grand secret de ma vie, et au lieu de m'isoler, cela m'a stabilisé. Chaque garde me rappelait qui j'étais réellement sous les chiffres. Je n'étais pas un jackpot. J'étais une infirmière qui avait eu beaucoup de chance, et qui était déterminée à ne pas laisser la chance la détruire. Ma famille, pendant ce temps, n'en avait aucune idée. Pour eux, j'étais toujours la même vieille Avery, fiable et banale, celle à qui on donne 2 € et une blague. Et je les ai laissés continuer à le croire, car chaque jour où ils ne savaient pas, était un jour de plus où la décision restait entièrement mienne.
J'avais du temps maintenant, pour penser à ce que je voulais vraiment faire. Et ce que je voulais faire n'avait rien à voir avec les gens qui s'étaient moqués de ma carte. L'histoire a éclaté, comme c'est toujours le cas, dans le journal local, puis sur tous les téléphones du comté. Un billet gagnant unique pour 100 millions d'euros, vendu dans la région. Pas de nom, juste le trust, juste la région, juste ce chiffre faramineux. Et ma ville natale a perdu la tête. Hartley n'est pas un grand endroit. Un ticket de 100 millions vendu à proximité, c'est la seule chose dont tout le monde parle pendant des semaines. Tout le monde avait une théorie. Tout le monde connaissait quelqu'un qui pourrait être l'heureux élu. Et voici la partie qui me fait encore rire, un peu amèrement, ma propre famille en parlait constamment, de manière obsessionnelle. Et pas une seule fois, pas une seule seconde, aucun d'entre eux n'a pensé à moi. Je le sais, parce que Dana m'a envoyé un SMS à ce sujet, tu as entendu dire que quelqu'un d'ici a gagné 100 millions? Dingue. Imagine. Imagine, en effet. Ma mère a apparemment spéculé que c'était un homme qui tenait la quincaillerie. Mon père a parié que c'était quelqu'un de son ancien syndicat. Ils ont passé en revue tous les noms de Hartley, comme un jeu de cartes. Et la fille à qui ils avaient tendu un ticket à 2 € 3 semaines plus tôt, n'a jamais été mentionnée. Parce que l'idée que l'ennuyeuse et indépendante Avery puisse être assise sur ce genre d'argent, ne passait tout simplement pas dans la religion familiale. J'étais un meuble. Les meubles ne gagnent pas à la loterie. J'ai lu le SMS de Dana, debout dans la salle de repos de l'hôpital, et j'ai tapé une réponse courte et désinvolte. Puis, j'ai mis mon téléphone dans mon casier, je suis retourné à ma garde, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti par rapport à ma famille auparavant. Pas de la douleur, pas de la nostalgie, mais du pouvoir. Je détenais le plus grand secret du comté, la réponse à la question que toute la ville se posait, et les gens qui avaient passé ma vie à me sous-estimer, seraient les toutes dernières personnes à le deviner. Pour une fois, être invisible était la chose la plus délicieuse au monde. Pendant que la ville faisait des suppositions, je me suis posé une question que je n'avais jamais eu le luxe de me poser auparavant. Que voulais-je vraiment? Pas ce qui ferait taire ma famille. Pas ce qui les ferait enfin m'aimer. Qu'est-ce que moi, Avery, je voulais faire d'une fortune tombée d'un cadeau gag. Dana publiait un compte à rebours pour sa croisière. Des photos sur papier glacé de maillots de bain et de couchers de soleil, avec pour légende, béni. Je les regardais sans envie, ce qui m'a surprise. 3 semaines plus tôt, cette croisière m'avait semblé être la preuve de ma propre inutilité. Maintenant, elle paraissait juste petite. 13 000 €. Je pouvais acheter 1000 de ces croisières sans même m'en rendre compte. Et j'ai réalisé que l'argent avait discrètement retiré tout son pouvoir, à la chose qui m'avait blessé. Le favoritisme de mes parents n'avait de mordant, que tant que leurs ressources comptaient pour moi. Et leurs ressources ne m'importaient plus du tout. C'était une étrange forme de liberté. Alors, j'ai commencé à faire une autre liste. Pas des choses à acheter, mais des personnes à honorer. Parce que s'il y a une chose que 34 années passées à être ignorées m'ont apprise, c'est de savoir exactement qui vous ignore, et qui ne le fait pas. Je savais, au nom près, quelle personne dans ma vie m'avait traité comme si je comptais, à l'époque où je n'avais rien à leur offrir. Et je savais que la véritable vengeance, bien que je ne la considérais pas vraiment comme une vengeance, n'allait pas être un discours ou une scène. Ce serait l'endroit où je choisirais de diriger tout ce pouvoir soudain, vers les personnes qui m'avaient estimé à mon juste prix, quand ma propre famille m'avait estimé à 2 €. J'ai pris mon stylo, et tout en haut de la liste, j'ai d'abord écrit un nom, Tante Carole. Et puis, j'ai conduit jusqu'à mon appartement, pour trouver une boîte à chaussures que je n'avais pas ouverte depuis des années. Il y a une boîte à chaussures, sur l'étagère du haut de mon placard, que je transporte d'appartement en appartement depuis des années, et que je n'ai jamais pu me résoudre à jeter. Ce soir-là, je l'ai descendue, et j'ai enfin compris pourquoi je l'avais gardée. À l'intérieur, il y avait tous les cadeaux que mes parents m'avaient jamais offerts. Pas les cadeaux de Dana, les miens. Je les avais gardés. De la même façon que l'on garde des choses, quand une part de vous tient un registre que vous n'êtes pas encore prêt à lire. Un porte-clés d'une station-service, encore dans son plastique. Une bougie recyclée, avec l'ancienne étiquette à peine grattée. Une carte d'anniversaire de mes 16 ans, avec un bon de réduction glissé à l'intérieur. Un bon expiré, pour un magasin qui avait fermé. Des chaussettes. Un mug avec le nom de quelqu'un d'autre barré. Des années de tout ça. Les archives physiques,
d'avoir toujours été une pensée après coup. Chaque petit objet bon marché était une ligne dans ce registre dont je vous ai parlé. Et maintenant, sur le dessus de la pile, je déposais la toute dernière entrée, la carte de Thanksgiving, le double arraché du ticket à gratter, et le mot de mon père. Ne dépense pas tout au même endroit. Je me suis assise sur le sol de ma chambre, et j'ai tout étalé autour de moi, le porte-clés de la station-service, le bon expiré, le mug barré. Et à côté, j'ai tenu mon téléphone, avec les photos de la croisière de Dana qui brillaient sur l'écran. 13 000 € de balcon et d'océan. Et la vérité de toute mon enfance s'est enfin prononcée clairement, dans ma propre tête. Il ne m'avait pas oublié. Il m'avait évalué. Chacun de ces cadeaux n'était pas une erreur irréfléchie. C'était un rapport précis, voici ce que nous pensons que tu vaux. Et la chose la plus étrange s'est produite, alors que j'étais assise là. La douleur n'a pas grandi. Elle s'est apaisée. Et sous elle, quelque chose s'est mis en place. Quelque chose de dur, de calme, et de permanent. Je n'allais pas dépenser un seul euro, pour essayer de changer leurs mathématiques. J'allais passer ma vie à prouver, que leurs mathématiques ne me concernaient pas du tout. J'ai remis le couvercle de la boîte à chaussures. Je l'ai gardé. J'en aurais besoin pour Noël. La première chose que j'ai faite avec de l'argent réel, je l'ai faite dans le secret le plus total, et cela n'avait rien à voir avec mes parents. Ma tante Carole est la petite sœur de ma mère, et elle est l'unique raison pour laquelle je sais ce qu'une famille est censée représenter. Quand j'étais enfant, c'est Carole qui venait à mes pièces de théâtre à l'école, pendant que mes parents étaient au récital de Dana. C'est elle qui m'a appris à conduire, qui m'envoyait 20 € à l'université avec un mot disant, pour quelque chose d'amusant, pas quelque chose de raisonnable, et qui m'a appelé à mon anniversaire, chaque année de ma vie, sans exception. Et Carole avait des ennuis. Je le savais depuis des mois, de cette manière vague dont on sait les choses sur ses proches. Une alerte médicale, une intervention chirurgicale, et les factures médicales qui suivent une personne dans ce pays, comme un agent de recouvrement avec une lampe de poche. Elle avait 60 ans, et était secrètement terrifiée à l'idée de perdre sa maison à cause de ça. Et elle n'avait jamais, pas une seule fois, demandé de l'aide à moi ou à qui que ce soit, parce que c'est le genre de personne qu'elle est. Alors, j'ai appelé Patricia, mon avocate, et j'ai pris des dispositions pour rembourser chaque centime de la dette médicale de tante Carole, de manière anonyme. L'hôpital et l'agence de recouvrement ont simplement été informés que le solde avait été réglé par une partie privée, qui souhaitait rester anonyme. Carole ne saurait jamais que c'était moi. J'y ai veillé, car le but même, c'était que cela vienne sans condition, sans mise en scène, sans registre à tenir. Juste la chose qu'elle m'avait offerte toute ma vie, rendue au moment où cela comptait vraiment. Je veux que vous notiez la différence, car c'est tout le cœur de cette histoire. Ma famille offrait des cadeaux, pour tenir les comptes. Je venais d'apprendre que l'on pouvait offrir un cadeau, pour garder la foi, et ça ne ressemblait en rien au fait de gagner à la loterie. C'était bien mieux. La deuxième chose que j'ai faite, je l'ai faite pour l'endroit qui m'avait soutenu pendant toutes les années difficiles de ma vie d'adulte. Le service de pédiatrie où je travaille fonctionne avec un budget dérisoire, comme la plupart d'entre eux. Il y a un équipement de surveillance dont nous avions besoin depuis 2 ans, le genre qui permet à un enfant effrayé de rester dans sa propre chambre, au lieu d'être transféré en ville. Et il y a un fonds pour les familles qui ne peuvent pas couvrir l'écart entre l'assurance et la survie. Et ce fonds est toujours vide au printemps. Alors, j'ai fait un don anonyme, un gros don, assez important pour acheter l'équipement comptant, et financer le fonds des familles pour des années. Je l'ai fait passer par le trust, pour qu'aucun nom n'y soit attaché. Et puis, je suis allé travailler pour ma garde suivante, j'ai regardé mes collègues lire l'email concernant ce don anonyme incroyablement généreux, avec des larmes dans les yeux, et j'ai pleuré avec eux. Et personne ne savait que le don se tenait dans la pièce, portant la même blouse qu'eux. Je vous parle de la dette de Carole, et du service pour enfants, avant de vous raconter ce qui s'est passé avec ma famille. Et je le fais exprès, parce que j'ai besoin que vous compreniez, qui j'avais déjà choisi d'être, avant même que les 79 appels en absence ne commencent. Au moment où ma famille a découvert l'existence de l'argent et est accourue, j'en avais déjà dépensé une part significative. Pas dans des voitures, des maisons ou par vengeance, mais pour les personnes qui m'avaient aimé, quand je ne valais rien pour personne. Ce n'était pas un accident de calendrier. C'était là toute la réponse. Quand vous avez enfin le pouvoir de donner, vous découvrez la vérité sur vous-même, à l'endroit où vous le dirigez.
Ma famille allait découvrir la vérité sur elle-même, exactement de la même manière. Et cela n'allait pas être flatteur. Un secret aussi grand ne peut pas rester scellé éternellement, dans une si petite ville. La fuite, quand elle s'est produite, a été d'une banalité presque stupide. L'employé de la supérette, où mon père avait acheté le ticket, s'est souvenu de la vente, un gars ordinaire achetant un seul ticket à gratter à 2 €, au milieu d'une pile de cartes de vœux. Le magasin a reçu une petite prime, pour avoir vendu le billet gagnant. Et dans l'excitation, quelqu'un a mentionné que la carte chanceuse avait été un cadeau, acheté par un homme de la région, et offert à sa famille. Ce détail a voyagé, un ticket cadeau, offert à la famille. Et lentement, à travers les commérages d'une petite ville, les gens ont commencé à faire les mathématiques, que ma propre famille avait refusé de faire. Une cousine à moi, plus futée que les autres, a fait le lien la première. Le billet gagnant a été vendu au magasin, près de la maison de mon père, aux alentours de Thanksgiving, comme cadeau à un membre de la famille. Et puis elle s'est souvenue, parce qu'elle était à ce dîner, que Gary Crawford avait tendu à son autre fille un ticket à gratter à 2 €, pour plaisanter. J'ai reçu le premier SMS étrange de cette cousine un mardi. Avery, ce ticket de loterie, c'était celui que ton père t'a offert? C'est toi qui as gagné? Je l'ai fixé dans la salle de repos, pendant un long moment. Je savais que ce moment arriverait. J'avais eu 3 semaines pour m'y préparer. 3 semaines de calme, pour faire les choses correctement, pour devenir la personne que je voulais être, avant que le bruit ne commence. Et maintenant, le bruit arrivait. Je le sentais s'accumuler, comme le changement de pression avant qu'une tempête ne traverse le lac. Je n'ai pas répondu à la cousine. J'ai mis mon téléphone dans mon casier, et j'ai terminé ma garde. Main calme, voix posée, une nuit de plus à tenir de petites mains effrayées. Parce que je savais qu'à la minute où je pointerais pour sortir, toute ma vie allait se mettre à sonner. Avant que la tempête ne frappe complètement, j'ai reçu un appel que je garderai pour le reste de ma vie. C'était tante Carole, et elle pleurait tellement fort qu'elle pouvait à peine parler. Pendant une seconde, j'ai cru que quelque chose n'allait pas, et mon cerveau d'infirmière s'est mis au garde à vous. Mais elle pleurait parce que quelque chose allait bien. Avery, a-t-elle dit. Tu ne le croiras pas. L'hôpital a appelé. Mes factures. Toutes. Quelqu'un les a payées. En totalité. Ils ont dit que c'était un donateur anonyme, et ils n'ont pas pu me dire qui. Elle sanglotait. Qui fait ça? Qui au monde fait ça pour une vieille femme? Ils ne savent même pas. J'ai eu tellement peur, chérie. J'ai eu tellement peur pour la maison, et maintenant c'est juste envolé. Toute la dette, disparue. Je tenais le téléphone, j'ai fermé les yeux, et je ne lui ai rien dit. Cela m'a pris toute mon énergie, mais je ne lui ai rien dit, parce que le cadeau n'était pur que s'il restait silencieux. Carole, ai-je dit, en gardant ma voix aussi neutre que possible. Je suis tellement heureuse. Tu mérites ça. Tu mérites tout ce qu'il y a de bon. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter un ange, a-t-elle dit. Tu m'as emmené à mes pièces de théâtre à l'école, ai-je pensé. Tu m'as envoyé 20 € pour quelque chose d'amusant et non de raisonnable. Tu m'as appelé à chaque anniversaire pendant 34 ans. C'est ce que tu as fait. Parfois, le monde vous récompense juste d'avoir été une bonne personne, lui ai-je dit. Nous avons parlé encore un moment, et je l'ai laissé à sa joie. Et j'ai senti la différence dans ma poitrine, aussi tranchante qu'une lame. Parce que dans quelques heures, mon téléphone commencerait à se remplir d'appels, de personnes qui m'avaient estimé à 2 €, soudainement désespérées de me dire qu'elles m'aimaient. Et voici l'unique personne qui m'avait aimé depuis toujours, remerciant une inconnue, sans avoir la moindre idée que cet inconnu, c'était moi. Je savais exactement quel appel avait le plus de valeur. Cela a commencé ce soir-là, et ça a commencé par ma mère. Je rentrais chez moi en voiture après ma garde, quand son nom s'est illuminé sur le tableau de bord. Je n'ai pas répondu. Une minute plus tard, mon père. Je n'ai pas répondu. Puis Dana. Puis Kyle. Puis un numéro que je ne reconnaissais pas. Puis ma mère à nouveau, puis Dana à nouveau. Les appels s'empilaient les uns après les autres, comme des dominos. Toute la famille était clairement sur une conversation de groupe à laquelle je n'appartenais pas, en train de se coordonner, de composer les numéros, de se passer le téléphone. La cousine avait parlé à quelqu'un, qui avait parlé à quelqu'un. Et maintenant, la réponse à la question que toute la ville se posait depuis 3 semaines,
avait atterri sur les genoux de ma famille. Et la réponse, c'était la fille à qui ils avaient fait une blague. Je me suis garé sur le parking de mon immeuble, je suis resté assise dans la voiture plongée dans le noir, et j'ai regardé mon téléphone s'allumer, encore et encore. Le visage de ma mère, le visage de mon père, le visage de Dana, des noms dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois, soudainement désespérés de me joindre. Je ne me sentais pas triomphante, exactement. Je me sentais très calme, comme je me sens quand la famille d'un patient panique, et que quelqu'un doit être le point d'ancrage. J'ai laissé sonner chaque appel. Je ne rejetais pas les appels, ce qui m'aurait semblé agressif. Je les laissais simplement sonner jusqu'au bout, les uns après les autres, et je regardais le compteur d'appels en absence grimper. Il y a une clarté particulière qui vient, quand on regarde des gens qui n'ont jamais eu de temps pour vous, soudainement incapables de vous joindre assez vite. Chaque sonnerie sans réponse était une phrase, dans une histoire qu'ils racontaient sur eux-mêmes. L'histoire de la vitesse à laquelle l'amour apparaît, quand 100 millions y sont attachés. Je suis rentré. Je me suis fait du thé. J'ai laissé le téléphone vibrer sur le comptoir, à côté du frigo, à côté de la carte, à côté de l'écriture de mon père. Ne dépense pas tout au même endroit. Et j'ai attendu de voir jusqu'où le chiffre allait monter. Quand j'ai enfin regardé mon téléphone correctement, tard dans la nuit, l'écran affichait 79 appels en absence. 79 de la part de ma mère, de mon père, de Dana, de Kyle, des tantes, des cousins, et de quelques numéros que je n'arrivais sincèrement pas à situer. Et les messages vocaux, et les SMS. Je me suis obligé à les lire, tous, assise à ma table de cuisine avec mon thé, parce que je voulais comprendre exactement à quoi j'avais affaire. Les SMS de ma mère, qui, 3 semaines auparavant, m'avait tendu un cadeau gag, étaient une merveille, ma chérie, nous sommes tellement heureux pour toi. Appelle maman tout de suite. Nous t'aimons tellement, tellement. De Dana, qui m'avait dit, c'est l'intention qui compte, OMG Avri. Je pleure littéralement des larmes de joie. Tu mérites ça. Il faut qu'on fête ça. La famille reste soudée. De Kyle, qui, je ne suis pas sûr, m'avait dit 10 mots sincères dans sa vie, et Avri. Immense félicitations. Quand tu as une seconde, j'ai en fait de très bonnes idées, pour protéger et faire fructifier ce genre d'argent. Parlons-en vite. La famille reste soudée. Nous t'aimons tellement. Tu mérites ça. J'ai lu l'équivalent de 79 appels en absence d'un amour soudain, frénétique et débordant. Et j'ai senti le froid m'envahir jusqu'aux os, parce que pas un seul d'entre eux, pas un seul, n'a écrit quelque chose comme « Je suis désolé ». Pas un seul n'a dit « Avri, nous t'avons terriblement traité pendant des années, et nous en avons honte ». Ils ne pensaient pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Dans leur esprit, je n'avais rien eu à pardonner, car dans leur esprit, j'avais simplement eu de la chance. Et maintenant, il était temps pour la famille de se rassembler autour de cette chance. Le ticket à 2 € ne leur avait rien appris. Les 100 millions m'avaient juste rendu, enfin, digne d'être appelé. J'ai posé le téléphone. Je n'ai rappelé personne. Mais j'ai décidé, assise là, qu'ils allaient entendre parler de moi, une seule fois, à mes conditions. J'ai écouté les messages vocaux le lendemain matin avec mon café, de la même manière qu'on examine les notes d'un dossier. La plupart étaient des variations des SMS, haletants, aimants, et tout neufs. Mais 2 d'entre eux m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir, sur ce que ma famille voulait réellement. Le premier était celui de Kyle. Il avait laissé un message de 4 minutes. 4 minutes, et il n'en a pas gaspillé beaucoup en félicitations. Il avait, m'a-t-il expliqué, fait des recherches, et il connaissait exactement les bonnes personnes pour m'aider à gérer une aubaine d'une telle ampleur. Et il pensait vraiment que nous devrions nous asseoir, juste nous deux, avant que je ne prenne des décisions hâtives, car la famille se devait de garder ce genre de choses en famille. Un homme qui ne m'avait jamais, pas une seule fois, interrogé sur ma vie, s'était, en quelques heures, nommé gestionnaire de ma fortune. Le second était celui de Dana, et il était presque pire, parce qu'il se voulait sincère. Elle pleurait dans le message, et disait qu'elle était désolée si l'histoire de la croisière m'avait fait de la peine, et qu'elle m'avait toujours admiré. Ce qui était une réécriture de l'histoire tellement stupéfiante, que j'ai dû reposer mon café. Et puis, dans la même respiration, elle a mentionné qu'elle et Kyle cherchaient une maison plus grande, et que ce ne serait pas incroyable, si on pouvait tous enfin être à l'aise. C'était là. Les excuses et la demande, fusionnées si étroitement,
qu'on pouvait presque ne pas voir la couture. Je suis restée assise avec ces 2 messages vocaux, et j'ai compris parfaitement que ma famille n'était pas désolée. Ils étaient désolés que la blague se soit retournée contre eux. Ils étaient désolés que la fille qu'ils avaient évaluée à 2 € se soit avérée détenir la chose la plus précieuse du comté. Et maintenant, ils devaient se démener pour réévaluer mon prix, avant que je ne remarque qu'ils s'étaient trompés sur ma valeur depuis toujours. Le message de ma mère, je l'ai gardé pour la fin, et je l'ai écouté 2 fois. Il était long, il était chaleureux, et c'était la performance de sa vie. Avery, mon bébé, a-t-elle commencé? Et j'ai littéralement tressailli, car elle ne m'avait pas appelé comme ça depuis que j'étais petite. Depuis avant que je ne devienne la fille facile, qu'elle pouvait ignorer en toute sécurité. Elle m'a dit à quel point elle était fière, comment elle avait toujours su que j'étais spéciale. Comment cette famille avait toujours été là, les uns pour les autres, envers et contre tout. Elle a un peu pleuré en parlant de combien elle aimait ses 2 filles de façon égale. Qu'elle l'avait toujours fait. Et elle a terminé en disant qu'elle voulait juste que sa famille soit réunie pour Noël. Nous tous, comme toujours, parce que c'est ça qui compte. Pas l'argent. Jamais l'argent. Juste la famille. Pas l'argent, jamais l'argent. De la part de la femme qui m'avait tendu 2 €, et tendu à Dana 13 000, 3 semaines avant que cet argent ne s'avère être le mien. Je me tenais dans ma cuisine, je regardais la carte sur le frigo, pendant que sa voix remplissait mon appartement d'un amour qu'elle ne m'avait jamais témoigné, à l'époque où il était gratuit. Et j'ai pris ma décision, complètement, et définitivement. Je n'allais pas leur hurler dessus. Je n'allais pas envoyer un SMS furieux, bloquer leur numéro, ou disparaître, même si j'aurais pu le faire. Et une part de moi en avait envie. Ce n'était que de petites vengeances. Et elles auraient permis à ma famille de continuer à se dire que j'étais juste amère, juste dramatique, juste Avery qui réagissait encore de manière excessive. Non, j'allais faire la seule chose qu'ils ne pourraient jamais manipuler. J'allais me présenter à Noël, calme et gentille, devant toute la famille, j'allais dire la simple vérité à voix haute, et ensuite, j'allais fixer une limite qu'ils ne pourraient pas franchir. Et j'allais apporter la carte. J'ai répondu à ma mère par un seul message, après 79 appels, je viendrai à Noël. À très vite. C'était tout. J'ai pu sentir, même à travers le silence qui a suivi, comment cela avait été reçu. Le soulagement, la précipitation, la conversation de groupe qui devait sûrement s'enflammer avec des « elle vient ». Elle a répondu. Elle vient. Je les ai laissés avoir leur moment d'agitation. J'avais choisi Noël à dessein. Et je veux être honnête avec vous sur la raison, car il ne s'agissait pas seulement d'avoir un public. Il aurait été plus facile de faire cela en privé. Un coup de fil, un café, juste mes parents et moi. Mais c'est en privé que ma famille est la meilleure pour effacer les choses. En privé, ma mère pourrait pleurer et recadrer la situation, transformer ma vérité en cruauté, et Dana pourrait jouer la victime. Et la semaine suivante, l'histoire serait qu'Avery a eu de l'argent et est devenue méchante. Je les avais vus réécrire la réalité toute ma vie. Pas cette fois. Le même instinct qui m'avait dit de réclamer le prix via un trust, m'a dit de livrer la vérité au grand jour, avec des témoins. Avec les tantes, les cousins et les grands-parents dans la pièce, les mêmes personnes qui avaient ri de ma carte à Thanksgiving. Les laisser tous l'entendre en même temps, pour qu'il n'y ait aucune version à manipuler par la suite. Je n'allais pas tendre un piège à qui que ce soit, ni faire une scène brutale. J'allais être exactement ce que je suis toujours, calme, stable, gentille, et laisser la vérité faire le travail, de la même façon qu'un dossier médical clair fait le travail, dans une pièce remplie de panique. Les faits étaient suffisamment dévastateurs par eux-mêmes. Ils n'avaient pas besoin que j'élève la voix. J'ai passé les jours précédant Noël à me préparer, non pas à acheter des cadeaux, mais à stabiliser mon propre cœur, à pratiquer les quelques phrases que j'avais besoin de dire, pour pouvoir les prononcer sans trembler. Et je me suis assuré d'une chose. La carte viendrait avec moi. La veille de Noël, tante Carole m'a de nouveau appelé, et cette fois, elle avait compris quelque chose. Pas pour le don. Elle ne savait toujours pas pour ça. Mais elle avait entendu, comme tout le monde, que j'étais la gagnante. Et elle avait entendu que la famille était en ébullition. Et elle m'a appelé, non pas pour me féliciter pour l'argent, mais pour prendre de mes nouvelles, ce qui vous dit tout de la différence entre Carole et le reste d'entre eux. Comment vas-tu, ma chérie, a-t-elle dit, et elle le pensait, d'une manière que personne d'autre n'avait songé à le penser,
en 79 appels. Ça doit faire beaucoup. Les gens peuvent devenir bizarres avec l'argent. Je lui ai dit que j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais à Noël, que j'avais des choses à dire. Elle est restée silencieuse un moment. Et puis, elle a dit quelque chose que j'ai emporté dans cette pièce avec moi. Tu ne leur dois rien, Avery. Je veux que tu m'entendes bien. Pas l'argent, pas une explication, pas ton pardon, rien. Tu as donné à cette famille toute ta vie, et tu n'as reçu que des miettes. Et quoi que tu décides de faire demain, je suis de ton côté. Je serai toujours de ton côté. Tu n'as jamais été la fille facile pour moi. Tu as été la meilleure. J'ai dû m'asseoir, parce que ça, c'était la chose dont j'avais été affamé toute ma vie, et elle avait toujours été là, juste pas venant des personnes dont on m'avait appris à l'attendre. J'ai pensé à la boîte à chaussures, à la carte, et au ticket à 2 €. Et j'ai pensé à Carole, m'envoyant 20 € pour quelque chose d'amusant, et non de raisonnable. Et j'ai compris que je n'entrais pas à Noël pour obtenir quoi que ce soit de mes parents. J'avais déjà obtenu la seule chose qui comptait, de la part de la seule personne qui l'avait toujours donnée librement. J'ai pris la carte. J'étais prête. La maison de mes parents à Noël était un tout autre monde comparé à ce qu'elle était à Thanksgiving. Quand je suis entré, toute la pièce s'est tournée vers moi, comme des tournesols vers le soleil. Le traitement exact qui avait toujours, toute ma vie, été réservé à Dana. Ma mère s'est précipitée sur moi avant même que je n'ai retiré mon manteau, les bras grands ouverts. La voilà. Voilà ma fille. Mon père s'est levé si vite, qu'il en a fait tomber le repose-pied. Dana était là. Et Kyle, et une douzaine de tantes, d'oncles et de cousins, et mes grands-parents dans leur fauteuil près du sapin. Et chaque visage était illuminé d'une chaleur avec laquelle on ne m'avait jamais accueilli, en 34 ans. Dana avait repoussé sa croisière, ai-je appris, pour être en famille pour les fêtes, ce qui revient à dire qu'elle avait annulé un balcon sur les Caraïbes, à l'instant même où elle avait appris où se trouvait le véritable argent. Le sapin était installé, les lumières brillaient, les cadeaux étaient empilés, et j'ai remarqué, avec un calme dont j'étais presque fier, que plusieurs de ces cadeaux portaient mon nom cette année. Des gros. Ma mère m'a dirigé vers le bon fauteuil, celui qu'on ne m'avait jamais proposé. Elle a glissé un verre de vin dans ma main. Tout le monde parlait en même temps. Des félicitations, de l'amour, que c'était merveilleux, et qu'ils étaient fiers. Un mur de son, conçu pour m'emporter, pour me faire sentir enfin comme l'une d'entre eux. Et je me suis laissé faire pendant quelques minutes. Je me suis assise dans le bon fauteuil, et j'ai tenu le vin que je n'allais pas boire. Et j'ai laissé ma famille jouer son amour à plein volume, parce que je voulais voir tout ça, tout le spectacle, avant de parler. Je voulais m'en souvenir. Les câlins, les larmes, les cadeaux à mon nom, avec 3 semaines de retard. Et quand cela a atteint son paroxysme, quand la pièce était chaleureuse, et certaine de m'avoir reconquise, j'ai posé mon vin, et j'ai dit doucement, « Est-ce que je peux dire quelque chose ?» La pièce s'est tue rapidement, comme une pièce se tait quand elle attendait que vous parliez. 3 semaines plus tôt, je n'aurais pas pu obtenir de cette famille qu'elle fasse le silence pour moi, même si j'étais monté sur la table. Maintenant, dès l'instant où j'ai ouvert la bouche, on aurait pu entendre une mouche voler, car maintenant, je valais la peine d'être écouté. J'ai noté cela aussi. Je me suis levé, non pas parce que j'avais besoin de les dominer, mais parce que je voulais pouvoir voir chaque visage, et je voulais que chaque visage me voie. Ma mère rayonnait, certaine que c'était le moment où j'allais fondre. L'enfant prodigue sur le point de s'extasier sur l'importance de la famille. Kyle avait de nouveau son téléphone à la main. Les yeux de Dana brillaient. D'abord, ai-je dit, merci à tous pour cet accueil chaleureux. C'est un sacré changement. Quelques petits rires incertains, pas encore sûrs s'il s'agissait d'une blague. Il y a 3 semaines, à Thanksgiving, dans cette même maison, la plupart d'entre vous étaient ici. J'ai gardé ma voix douce, conversationnelle, le ton que j'utilise pour annoncer une mauvaise nouvelle à une famille, sans les briser. Mes parents ont offert à Dana une croisière de 13 000 €, et ils m'ont offert ceci. J'ai plongé la main dans mon sac, et j'ai sorti la carte d'anniversaire cornée, l'espace vide là où le ticket à gratter s'était trouvé, et l'écriture de mon père, bien visible en bas. Je l'ai tenue en l'air pour que la pièce puisse la voir. Un ticket de loterie à 2 €, ai-je dit, avec un mot de mon père. Voulez-vous que je le lise? Personne n'a répondu. Mon père avait pâli. Je l'ai lu quand même,
calmement, dans le silence. Ne dépense pas tout au même endroit. J'ai laissé planer le silence. Tout le monde a ri ce soir-là. C'est l'intention qui compte, m'a dit Dana. Et elle avait raison. L'intention comptait bien. L'intention, c'était qu'elle valait 13 000 € et que je valais 2. La pièce avait cessé de respirer. J'ai gardé la carte, ai-je dit. Je veux vous dire pourquoi. Je l'ai gardée, ai-je poursuivi, parce que pour la première fois de ma vie, je me suis autorisé à arrêter de faire semblant que ça ne voulait rien dire. Toute ma vie? Les cadeaux ont dit la vérité que cette famille ne voulait pas dire à haute voix. Dana a eu les croisières, les voitures, et l'apport pour sa maison. Moi, j'ai eu des porte-clés, des bons de réduction expirés. Et 2 €. Et je me suis toujours dit que j'imaginais tout. Cette carte est la seule fois où c'était trop clair pour qu'on puisse le contester. Alors, je l'ai mise sur mon frigo, je l'ai regardée tous les jours, et j'ai enfin cru ce qu'elle me disait. J'ai regardé ma mère, puis mon père, puis j'ai parcouru tout le cercle de visages soudainement silencieux. Ensuite, j'ai gratté le ticket, et il valait 100 millions d'euros. J'ai dit le chiffre simplement, sans drame, et je l'ai regardé traverser la pièce comme un courant électrique. Je l'ai réclamé discrètement, via un trust, avec un avocat, c'est pourquoi il vous a fallu 3 semaines, et un employé de supérette, pour comprendre que c'était moi. Et pendant ces 3 semaines, avant qu'aucun d'entre vous n'appelle, j'avais déjà décidé ce que j'allais en faire. J'ai posé la carte sur la table basse, face vers le haut, là où tout le monde pouvait voir l'écriture. J'ai remboursé la dette médicale de tante Carole anonymement, parce que quand j'étais enfant, elle venait à mes pièces de théâtre, pendant que vous étiez tous au récital de Dana. Carole n'était pas là. Elle passait Noël avec son église. Mais j'ai vu la tête de 2 cousins se tourner. J'ai vu que ça faisait mouche. J'ai fait un gros don à l'hôpital pour enfants où je travaille, pour les familles qui ne peuvent pas payer. Et je suis en train de créer un fonds de bourse d'études pour les étudiants infirmiers, qui paient eux-mêmes leurs études, comme je l'ai fait, toute seule. Puis, j'ai regardé ma mère, et j'ai dit la chose que j'étais venu dire, de manière calme, stable, et absolument sans cruauté. Vous m'avez estimé à 2 € pendant 34 ans. Et maintenant que ces 2 € se sont transformés en 100 millions, vous avez décidé que j'étais redevenue votre petite fille chérie. J'ai laissé cela respirer. Mais je ne financerai pas une seule personne dans cette pièce. Et j'ai besoin que vous compreniez, que ce n'est pas de la vengeance. C'est juste la facture. Alors, la chaleur de la pièce a tourné, d'un seul coup, vers quelque chose de beaucoup plus honnête. Ma mère a été la première. Comment peux-tu dire ça, a-t-elle pleuré, ses larmes passant instantanément de la joie à l'outrage. Après tout ce temps, tu punirais ta propre famille pour une carte? C'était une blague, Avery. C'était juste une blague. Et tu vas jeter ta famille pour 2 €? Je ne jette personne, ai-je dit. Je refuse juste de payer pour être aimé. Il y a une différence. Kyle s'est levé, le visage rouge. Son attitude de manager avait disparu. C'est complètement fou. C'est l'argent de la famille. Ça devrait aider la famille. Tu ne peux pas juste t'asseoir sur 100 millions, pendant que tes propres parents. Ce n'est pas l'argent de la famille, ai-je dit. C'est le mien. Ça allait toujours appartenir à la personne dont le nom était sur le ticket. Il se trouve juste que c'est la fille à qui vous l'avez offert comme une blague. Et Dana. Dana a commencé à le dire. Le vieux réflexe. Avery, c'est l'intention qui. Et puis, elle s'est entendue. Elle a entendu ses propres mots de Thanksgiving sortir de sa bouche, et elle s'est arrêtée. Son visage se froissant en quelque chose, qui a ressemblé l'espace d'une seconde, presque à une vraie honte. C'était la chose la plus proche d'un moment sincère, qu'aucun d'entre eux ne m'ait donné. Ça n'a rien changé. Mais je l'ai vu. Et voici la partie que je veux que vous remarquiez, car c'est toute la raison pour laquelle cela a fonctionné. Pendant qu'il criait, moi, non. Je me tenais là, calme, les mains tranquilles le long du corps, et je les laissais être exactement aussi bruyants, aussi laids, et aussi avides qu'ils le voulaient, devant les grands-parents, les tantes et les cousins, devant tous ceux dont ils se souciaient de la bonne opinion. Plus ils devenaient bruyants à propos de l'argent, plus la pièce entière pouvait voir clairement ce qu'ils étaient. Ma mère criant que je lui étais redevable, 3 semaines après la carte à 2 €. Kyle exigeant la fortune d'une étrangère. Et moi,
la fille facile, l'arrière-pensée, me tenant juste là, disant la vérité d'une voix neutre, pendant que ma famille montrait à tout le monde, exactement ce qu'ils avaient toujours été. Je ne suis pas resté pour me battre. Il n'y avait pas matière à se battre. J'ai pris mon manteau, et j'ai laissé la carte, juste là, sur la table basse. Il pouvait la garder. J'avais retenu ce qu'elle m'avait appris. Et j'ai dit, en me dirigeant vers la porte, Joyeux Noël. J'aime sincèrement certains d'entre vous. Je ne vais simplement en acheter aucun. Et je suis sorti dans le froid, et j'ai conduit pour rentrer chez moi. Et je n'ai pas pleuré. Et le silence dans la voiture m'a semblé être la chose la plus pure que j'ai jamais respirée. Les retombées ont été à peu près ce que vous pourriez attendre. Ma mère a raconté à la famille élargie que j'avais changé, que l'argent m'était monté à la tête, que j'avais tourné le dos à mon propre sang. Certains l'ont cru, moins qu'elle ne l'avait espéré, cependant, parce qu'ils avaient tous été dans la pièce. Et on ne peut pas totalement effacer l'image d'une femme criant après des millions qui lui seraient dus, à côté d'une carte à 2 €. J'ai gardé l'argent là où il devait être, dans le trust, géré avec précaution. J'ai financé la bourse d'études en soins infirmiers, et je l'ai discrètement nommée d'après tante Carole, bien que je lui ai dit qu'elle portait le nom d'une infirmière qui croyait aux secondes chances, et je l'ai laissé penser que c'était une coïncidence si ça ressemblait à son nom. J'ai continué à faire mes gardes. Je n'ai pas acheté de manoir, ni de voiture de sport. J'ai acheté un appartement un peu plus agréable, avec une vraie chambre d'amis, une voiture fiable, et la liberté de ne plus jamais m'asseoir à une table, où ma valeur était sujette à débat. Dana m'a envoyé un SMS un mois plus tard. Pas de demande cette fois, juste, je suis désolé pour Thanksgiving, et pour beaucoup d'années. Tu ne méritais rien de tout ça. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais je ne l'ai pas supprimé non plus. Je l'ai mis, d'une certaine manière, dans une autre boîte à chaussures. Celle où je garde les choses, qui pourraient un jour valoir la peine d'être conservées. Je travaille toujours à l'hôpital. Je tiens toujours de petites mains effrayées. Et la plupart des jours, personne là-bas ne sait ce qu'il y a dans le trust. Et ça me plaît ainsi. Ma porte est désormais ouverte aux personnes qui m'ont estimé, à l'époque où je ne valais rien pour elles. À tante Carole, pour toujours. À Dana, peut-être, lentement, si les excuses continuent d'être réelles, et reste libre de toute demande. Elle est fermée à quiconque n'a trouvé son amour pour moi, qu'au fond de 100 millions d'euros. Je ne garde plus la carte sur mon frigo. Je n'ai plus besoin de ce rappel. Les gens qui vous estiment à bas prix ne font que vous dire ce qu'ils valent, et non ce que vous valez, vous. Voilà donc comment une blague à 2 € a appris à ma famille, le véritable coup de sous-estimer quelqu'un. La carte sur le frigo, les 79 appels en absence, la boîte à chaussures pleine de tout ce que j'étais soi-disant censé valoir. S'il y a quelqu'un dans votre vie qui n'arrête pas de vous offrir le cadeau bon marché, croyez-le du premier coup. Ensuite, allez dépenser votre unique et folle vie, pour les personnes qui n'ont jamais, pas une seule fois, mis un prix sur vous. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et abonnez-vous pour la prochaine.